Cette lettre qui choque, cette lettre révélée par l'hebdomadaire allemand Le Spiegel et qui lève le voile sur les relais insoupçonnés, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas ça de très près, ces relais insoupçonnés de la Russie au cœur de l'Europe, et en l'occurrence au cœur de l'Allemagne, et en l'occurrence au cœur de la machine industrielle allemande, en pleine guerre. Donc un des membres du conseil de surveillance de Porsche. Porsche, c'est l'actionnaire majoritaire de Volkswagen. Donc un des membres de ce conseil de surveillance s'adresse à Vladimir Poutine. Il lui écrit une lettre et il lui dit « Je suis prêt à venir vous aider avec le savoir-faire de Volkswagen à reconstruire l'industrie automobile russe en pleine guerre. » En pleine guerre. Alors voyons d'abord le détail de cette lettre, les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que dit cette lettre ? Eh bien, c'est une longue lettre, 3 pages tout de même, pendant lesquelles un membre en vue du conseil de surveillance de Porsche tend la main à Vladimir Poutine. Cher Vladimir Vladimirovitch, commence-t-il, selon le magazine Der Spiegel qui a lu la lettre, Siegfried Wolf, c'est le nom de cet industriel, fait ensuite une proposition à Vladimir Poutine, l'aider à reconstruire une industrie automobile indépendante et moderne dans la Fédération de Russie. Wolf propose pour cela d'utiliser les usines abandonnées et le savoir-faire du groupe Volkswagen. Et vous venez de le dire, rappelons que Porsche est le principal actionnaire de Volkswagen. Le plan de vol est très détaillé. Le nombre de voitures à produire, au moins 270 000 voitures par an. La date de lancement, la mi-juillet 2023. Le lieu, 2 usines automobiles sur le sol russe, celle de Kalouga au sud de Moscou, ici à l'image, et celle de Nijni Novgorod, à l'est, cette fois de la capitale. Effectivement, 2 usines qui appartiennent à Volkswagen, qui, comme toutes les grandes marques occidentales, a dû les abandonner au début de la guerre. Siegfried Wolf est encore plus précis. Il s'agit, dit-il, de relancer la marque russe Gaz en faisant revivre certains de ses modèles légendaires, la Volga et la Pobeda. La Pobeda, victoire en russe, a été la première voiture soviétique d'après-guerre, créée spécialement pour célébrer la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Quant à la Volga, elle a été plébiscitée pendant près de 60 ans par nombre de dirigeants et de hauts fonctionnaires soviétiques et russes, y compris un certain Vladimir Poutine, ici en 2005, sur le siège passager. Siegfried Wolf rentre même dans les détails financiers avec un investissement de 60 milliards de roubles, soit 800 millions d'euros, fourni par l'État russe. Il se fait fort de redémarrer ses usines. Est-ce que Vladimir Poutine a répondu ? Est-ce qu'il est d'accord ? Et oui, a priori, oui, si l'on en croit en tout cas Der Spiegel. Il aurait même, Vladimir Poutine, annoté la lettre ainsi. Compte tenu de la situation de l'industrie automobile, nous pouvons soutenir l'idée, dit-il. Il faut dire, David, que Siegfried Wolf promet même de créer 12 000 emplois dans un secteur automobile dévasté par le départ des constructeurs étrangers et les sanctions occidentales. L'année dernière, la production de voitures et les nouvelles immatriculations ont chuté en Russie de 60%. Et aujourd'hui encore, de nombreuses usines sont à l'arrêt. Mais alors, qui est ce Siegfried Wolf précisément ? Et surtout, parce que c'est la question qui vient à l'esprit, est-ce que sa lettre engage Porsche ? Est-ce que sa lettre engage Volkswagen ? Bien, Siegfried Wolf a 65 ans, il est de nationalité autrichienne, mais ses activités sont essentiellement allemandes. On l'a dit, il est notamment membre du conseil de surveillance de Porsche SE, la maison mère de Porsche, qui est aussi le principal actionnaire de Volkswagen. Il est de notoriété publique que Siegfried Wolf a des liens très étroits avec la Russie, avec des industriels ou des oligarques, notamment un certain Oleg Deripaska, propriétaire de plusieurs entreprises, y compris ce fameux constructeur Gaz dont je vous parlais. Wolf y a exercé des fonctions de direction. Siegfried Wolf a même côtoyé Vladimir Poutine. On les voit ici tous les deux à Saint-Pétersbourg en 2010. Ils sont justement en train de visiter une usine d'équipement automobile. Son initiative engage-t-elle Porsche ou Volkswagen ? Les 2 entreprises s'en défendent. Porsche SE n'a pas eu connaissance de la lettre de M. Wolf, ont répondu les dirigeants au magazine Der Spiegel. Idem pour Volkswagen, nous n'avons aucune connaissance de la lettre et de son contenu irritant, dit le conseil d'administration du groupe. Pas de réaction en revanche, David, du côté politique, ni du ministre de l'économie ou même du chancelier Olaf Scholz, en tout cas pour l'instant. Alors cela dit, pour la bonne bouche, les liens entre Porsche et Poutine sont anciens. Et vous allez nous en montrer une illustration assez étonnante.
Oui, s'il ne fallait qu'un exemple pour l'illustrer, David, eh bien, ce serait, regardez, cette immense limousine blindée qui fait penser clairement à celle des présidents américains. Eh bien, c'est celle de Vladimir Poutine. Le dessin et la carrosserie sont russes, mais elle a été conçue spécialement pour Vladimir Poutine, notamment par des ingénieurs allemands de Porsche. Et surtout, sous le capot, le moteur est allemand, c'est un moteur Porsche. Merci Fanny. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Parce que Porsche n'était pas la seule entreprise, évidemment, à travailler en Russie et même à travailler pour certains membres éminents du régime russe. Mais tout de même, Porsche se démarque de l'initiative de son membre du conseil de surveillance. Volkswagen en fait de même. C'est la grande. Volkswagen, c'est un immense constructeur européen. Je crois que c'est le premier constructeur européen par le chiffre d'affaires. Mais tout de même, que révèle cette incroyable lettre, cette incroyable histoire, Dominique Moisy? D'abord, l'étroitesse des liens économiques qui persistent entre la Russie et l'Allemagne. Il y a un lobby pro-russe en Allemagne qui est très puissant et qui demeure très puissant. C'est ça, la guerre ne l'a pas découragé. Il n'y a pas d'équivalent, je crois, dans d'autres pays européens. Alors, ça s'explique pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le contraste entre la première image par laquelle vous avez commencé notre émission, les instructeurs anglais qui applaudissent les soldats ukrainiens qu'ils ont formés en Angleterre et qui repartent au combat. Et cet industriel allemand, germanique, qui est en train de dire à Poutine, mais vous savez, les affaires, ça continue comme toujours. C'est pas un cas isolé pour vous, forcément. Non. Alors, c'est un cas spectaculaire, c'est un cas... disons que le calendrier n'est pas très bon et il est évident qu'on s'est dissocié de cela en très haut lieu. Mais Gerhard Schröder, il n'a toujours pas été banni du parti SPD. Il y a une voix allemande pro-russe, mais qui s'explique pour des raisons essentiellement économiques. Et c'est la grande différence avec la France. Quand en France, il y a une compréhension qu'on peut juger excessive à l'égard de la Russie, c'est pour des raisons politiques, essentiellement. C'est-à-dire le rôle d'intermédiaire, de médiateur qu'entend jouer la France. En Allemagne, c'est beaucoup plus simple. Ce sont des liens économiques. Des liens économiques. Tout pays est un marché. Business avant tout, Isabelle, c'est la leçon que vous en tirez? Plusieurs choses. D'abord, la politique et l'économie ne font pas toujours bon ménage. Et effectivement, particulièrement en Allemagne, où on a toujours la conviction, on l'a eu pendant très très longtemps, que le commerce finit toujours par mener soit à la démocratisation des dictatures, soit à la pacification des mœurs. On a vu que c'était complètement faux. Ça se fait de manière extrêmement voyante, comme de manière un peu moins voyante quand le gazoduc Nord Stream 2 a explosé. Le gaz continuait à passer. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles il a été explosé. Mais il y a aussi d'autres ruptures en fait de cet esprit d'embargo et de sanctions qui sont moins visibles. Par exemple, il y a plein de pays. Alors c'est sans doute beaucoup plus difficile à voir, à prouver dans les détails, parce que là c'est assumé complètement ouvertement, mais il y a plein de pays qui en fait brisent l'embargo économique à destination de la Russie en passant par des pays tiers qui ne respectent pas qui n'appliquent pas les sanctions occidentales. Alors il y a la Serbie, il y a la Turquie, il y a la Chine, il y a le Kazakhstan. Dans tous ces pays-là, les producteurs de semi-conducteurs en fait exportent à ces pays-là, et ça c'est légal. Et ensuite ces pays-là réexporte en fait ensuite à la Chine. Donc il y a cette manière là de violer à la Russie. C'est d'ailleurs un peu pareil pour la Chine. Donc il y a cette manière de violer. Parce qu'on ne parle pas de l'Union européenne là. Vous parlez de pays qui sont extérieurs à cette Union européenne, dont les membres sont à fond derrière l'Ukraine. Et pourtant, dans le même temps, voilà que des affaires comme celle-là sont dévoilées. Dans les grandes entreprises européennes,
beaucoup ont un désir, pas toujours exprimé de manière aussi ouverte, mais de retour au business as usual. Je veux dire, si vous parlez aujourd'hui aux dirigeants de Renault, ils ont quand même encore en travers de la gorge le fait d'avoir dû abandonner 3 usines en échange de 1 rouble symbolique. Enfin, le manque à gagner, la perte immense. sèche est absolument Mais Isabelle, immense. De est-ce que vous imaginez un la même membre chose en du... Iran. Oui. Total trépignait en disant il faut arrêter les sanctions, il faut qu'on revienne en Iran. Donc, Mais est-ce que vous imaginez un membre du conseil de surveillance de Renault écrire une lettre à Vladimir Poutine Non, pour lui dire écoutez, on a un savoir-faire, on a des usines, on va y aller? Non, et là je rejoins totalement Dominique Moisy en disant en Allemagne, le gouvernement aurait au moins dû réagir. Normalement, ça ne devrait pas être possible. Il y a une espèce presque de rupture de solidarité entre les membres de l'Union européenne. Alors évidemment, Vladimir Poutine, bien évidemment, il dit oui, il est content. C'est quand même encore un des moyens les plus faciles qu'il a de à nouveau diviser les membres de l'Union européenne, parce que là c'est reparti pour un tour.